Imaginez un atelier médiéval par un matin glacial de janvier. Le givre s'accroche aux fenêtres étroites, les transformant en plaques de glace opaques. Dehors, la neige recouvre les rues pavées d'une ville européenne, quelque part au cours du XIVe siècle. À l'intérieur, cependant, l'air est réchauffé par un brasero à charbon, par le son rythmé des marteaux frappant le métal, et par la concentration intense des artisans penchés sur leur ouvrage. L'hiver, cette saison que nos esprits modernes pourraient imaginer comme une période d'arrêt pour le travail médiéval, se révèle en fait être une époque d'ingéniosité et d'adaptation remarquable. À travers les villes et les villages de l'Europe médiévale, du 5e au 15e siècle, les artisans ont développé un éventail de techniques astucieuses qui leur ont permis non seulement de survivre aux rudes mois d'hiver, mais aussi de transformer les défis mêmes de la saison en avantages inattendus. Ce qui apparaît à première vue comme une période de dormance était, en réalité, une saison de transformation, où les contraintes du froid, de l'obscurité et du gel ont obligé les travailleurs médiévaux à innover de manière qui allait façonner leur métier pour les générations à venir. Dans cette exploration, vous découvrirez 15 astuces oubliées que les artisans médiévaux employaient pour maintenir leur productivité tout au long des mois les plus rudes de l'hiver. Nous révélerons comment les carriers ont transformé la glace en un outil de précision, comment les brasseurs ont découvert que le froid améliorait en fait leur bière, et comment les moines ont créé de magnifiques manuscrits enluminés tout en étant emmitouflés contre le froid mordant, dans des scriptoriums glaciales. Vous découvrirez le calendrier stratégique qui régissait les travaux de construction, les systèmes de salaire qui reflétaient les réalités saisonnières et les manières ingénieuses dont les différentes guildes adaptaient leur métier aux exigences de l'hiver. Du tanneur qui utilisait le froid pour conserver les peaux en vue d'un traitement tout au long de l'année, aux fabricants de bougies qui travaillaient 16 heures par jour pour répondre à la demande désespérée de lumière, en passant par le cordier qui peinait dans des hangars non chauffés s'étendant sur près de 300 mètres de long. Chaque technique révèle une vérité plus profonde sur la vie médiévale. Il ne s'agissait pas simplement de stratégies de survie, c'étaient des solutions sophistiquées nées de générations d'observations empiriques, de nécessités économiques et de cette sagesse pratique qui émerge lorsque les gens doivent travailler ou mourir de faim. Le système des guildes, loin d'être un simple cadre réglementaire, organisait ce travail saisonnier avec une efficacité remarquable, tandis que les artisans développaient une compréhension intime de leurs matériaux qui rivalisent et parfois surpassent les connaissances scientifiques modernes. Ce que vous êtes sur le point de découvrir remet en question l'idée reçue selon laquelle les peuples médiévaux étaient impuissants face à la nature. Au contraire, vous verrez comment ils ont transformé l'hiver d'un obstacle en une opportunité et comment leurs innovations oubliées continuent d'influencer notre monde aujourd'hui. La transformation du plus grand défi de l'hiver en l'un de ses outils les plus précieux a commencé dans les carrières de pierre qui approvisionnaient les ambitieux projets de construction de l'Europe médiévale. Comment les carriers pouvaient-ils extraire les blocs massifs de calcaire, de grès et de marbre nécessaires aux cathédrales, aux châteaux et aux remparts des villes, alors que le sol était gelé et que leurs outils résonnaient contre une pierre durcie par le gel? La réponse ne résidait pas dans la lutte contre la puissance de l'hiver, mais dans son exploitation. Les carriers médiévaux ont développé ce que nous pourrions appeler la méthode du gel-dégel, une technique si élégante qu'elle transforme notre compréhension du travail saisonnier. À la fin de l'automne, avant l'arrivée des grands froids, des équipes d'ouvriers percèrent des trous précis dans la paroi de la carrière. Il ne s'agissait pas de perforations aléatoires. Chaque trou mesurait environ la largeur d'1 pouce de diamètre, était positionné à exactement 4 pouces de ses voisins, créant des lignes soigneusement planifiées le long desquelles la pierre finirait par se fendre. Les outils pour ce travail, des fleurets en étoile qui mordaient la roche, exigeaient une habileté considérable, et le positionnement requérait un œil d'expert. Une fois le motif de trou terminé, les carriers remplissaient chaque cavité d'eau, et ensuite, chose remarquable, ils s'en allaient. L'hiver devenait leur assistant. Lorsque les températures chutaient et que l'eau gelait, elle se dilatait avec une force considérable. La glace, voyez-vous, exerce une pression à laquelle peu de matériaux peuvent résister, et lorsqu'elle est confinée dans des trous percés selon des motifs prédéterminés, cette expansion devient un outil de coupe de précision. La pierre se fendait le long des lignes prévues aussi nettement que si elle avait été coupée par une machine moderne. Des preuves archéologiques provenant de grands chantiers médiévaux à travers l'Europe montrent les marques distinctives de cette technique, tandis que des archives historiques documentent son utilisation répandue tout au long de la période médiévale.
Certains carriers ont développé une variante utilisant du bois sec compacté au lieu de l'eau. Ils enfonçaient des coins de bois très serrés dans les trous percés, puis versèrent de l'eau dessus. En absorbant l'humidité et en gonflant, le bois générait une force de fendage similaire, offrant une alternative lorsque le calendrier hivernal était incertain. Cette méthode ingénieuse signifiait que l'hiver, plutôt que d'arrêter complètement le travail en carrière, devenait une saison productive. Alors que l'extraction estivale reposait sur la force brute et le martelage constant, l'extraction hivernale employait la patience et la puissance de la nature. Au printemps, les carriers revenaient pour trouver des blocs massifs déjà séparés de la paroi rocheuse, prêts à être taillés et transportés vers les chantiers de construction. La technique ne rendait pas seulement le travail d'hiver possible, elle le rendait stratégique, transformant les mois les plus froids en une période de préparation qui permettait une construction rapide au retour de la belle saison. Pourtant, la compréhension de l'extraction en carrière en hiver mène directement à une question plus large sur les pratiques de construction médiévale. Pourquoi la construction suivait-elle des schémas saisonniers aussi rigides? Et comment les bâtisseurs médiévaux savaient-ils précisément quand les travaux pouvaient se dérouler en toute sécurité? La réponse révèle une compréhension empirique sophistiquée de la science des matériaux qui a précédé de plusieurs siècles la chimie moderne. Les maçons médiévaux comprenaient, par des générations de dure expérience, que le mortier de chaux, le liant qui maintenait les bâtiments en pierre, avait un ennemi mortel, le gel. Le problème résidait dans le processus de durcissement. Lorsque les maçons mélangeaient de la chaux vive, de l'eau et du sable pour créer du mortier, ils initiaient une transformation chimique appelée carbonatation. Ce processus, que les scientifiques du bâtiment moderne peuvent de maintenant expliquer en détail, au niveau moléculaire, était quelque chose que les artisans médiévaux ne connaissaient que par l'observation et ses conséquences. Le mortier fraîchement posé devait durcir pendant des semaines, voire des mois, avant d'atteindre une résistance suffisante pour résister aux assauts du temps. Pendant cette période vulnérable, si les températures chutaient en dessous d'environ 5 degrés Celsius, la catastrophe pouvait survenir. L'eau emprisonnée dans le mortier gelait, augmentant son volume d'environ 9%. Cette expansion provoquait ce que les bâtisseurs médiévaux appelaient l'éclatement, de minuscules fractures qui pouvaient compromettre l'intégrité structurelle d'un mur entier. Des études de conservation des bâtiments historiques ont confirmé que les dommages dus au gel se produisent lorsque la teneur en eau du mortier de chaux dépasse 6 à 8% du volume total et que des baisses de température de seulement 10 degrés peuvent réduire de moitié la vitesse de la réaction de durcissement. Les maçons médiévaux ne connaissaient si pas ces chiffres précis, mais ils connaissaient le schéma. Construire par temps froid et vos murs s'effondreraient. C'est ainsi qu'est né le calendrier sacré de la construction. Les travaux se déroulaient approximativement de Pâques, fin mars ou début avril, jusqu'à la Saint-Michel, le 29 septembre, ou, les années de temps favorables, de Pâques jusqu'à la Toussaint, le 1er novembre. La période de l'automne au début du printemps restait largement interdite pour la maçonnerie extérieure. Ce n'était pas une simple tradition, c'était la survie, codifiée dans les règlements des guildes et la formation des maîtres maçons. Le statut de 1446, que nous explorerons sous peu, a officialisé ce que chaque bâtisseur comprenait déjà. Le travail d'hiver exigeait des approches différentes. Lorsque les circonstances exigeaient absolument une construction hivernale, peut-être pour achever un mur de défense urgent ou réparer les dégâts d'une tempête sur une cathédrale, les bâtisseurs développaient des méthodes de protection élaborées. Ils construisaient des enceintes complètes autour de la zone de travail, créant des abris temporaires qui piégeaient la chaleur de feux de chauffage doux. Ces serres médiévales étaient couvertes de tous les matériaux isolants que les bâtisseurs pouvaient obtenir, de la toile de jute épaisse, des bâches ou des équivalents médiévaux qui protégèrent du vent et de la pluie tout en permettant au mortier de durcir. Fait intéressant, les guides de construction historique mettent en garde contre un matériau particulier, les couvertures imperméables qui emprisonnent l'humidité. Les bâtisseurs médiévaux comprenaient intuitivement ce que la chimie moderne confirme. L'humidité piégée augmentait le risque de gel plutôt que de le réduire. La circulation de l'air était importante. Le mortier avait besoin d'être protégé des températures glaciales et de la pluie battante, mais il avait aussi besoin de respirer. Cette compréhension sophistiquée du comportement des matériaux régissait le rythme de la construction médiévale et créait les schémas d'emploi saisonniers qui façonnaient des économies entières. Ces rythmes saisonniers trouvaient leur expression la plus claire dans les systèmes de salaire qui régissaient le travail médiéval.
Combien valait une journée de travail lorsque cette journée durait à peine 8 heures sous un faible soleil d'hiver, comparé aux 16 heures de plein soleil de l'été? Les guildes, ces puissantes organisations qui réglementaient les métiers médiévaux, ont développé une solution qui équilibrait la réalité économique avec les besoins des travailleurs. Selon le statut de 1446, qui fournissait des réglementations détaillées pour les métiers du bâtiment en Angleterre, un franc-maçon, un ouvrier qualifié qui taillait les blocs de pierre, gagnait 4 deniers par jour avec la nourriture pendant les mois d'été, ou 5 deniers et demi s'il fournissait ses propres repas. En hiver, cependant, ces tarifs chutaient à 3 deniers avec la nourriture ou 4 deniers et demi sans. Cela représentait une réduction d'environ 25% des salaires journaliers, une baisse significative qui reflétait un calcul économique sévère. Les maîtres maçons, qui supervisaient les travaux et concevaient les bâtiments, gagnaient environ le double de ces tarifs, mais ils subissaient également le froid financier de l'hiver. Les raisons de cette réduction semblaient assez simples. Les journées d'hiver étaient courtes, les artisans arrivant sur les chantiers dans l'obscurité et repartant à la tombée de la nuit. La productivité diminuait naturellement lorsque l'on pouvait à peine voir son travail. La construction extérieure ralentissait ou s'arrêtait complètement, réduisant la demande pour les compétences spécialisées des maçons. Pourtant, voici ce qui rend le système fascinant. Le travail ne cessait pas vraiment. Au lieu de cela, il se transformait. Bien que les murs extérieurs ne puissent être montés et que le mortier ne puisse être mélangé, le travail préparatoire essentiel se poursuivait. La pierre devait encore être coupée, sculptée et façonnée. Les remplages détaillés des fenêtres gothiques exigeaient un travail patient au ciseau et au maillet, des tâches mieux réalisées à l'intérieur où la concentration n'était pas brisée par des doigts gelés. Les apprentis avaient encore besoin de formation. Les outils nécessitaient un entretien et la planification des projets ambitieux du printemps exigeait l'attention de l'hiver. Un maçon expérimenté gagnait environ 8 à 10 livres par an, une somme respectable pour l'époque médiévale. Les maîtres maçons pouvant gagner un peu plus, mais qui nécessitaient une budgétisation minutieuse pour survivre aux mois d'hiver maigres où les salaires réduits mettaient à rude épreuve les ressources des ménages. Cette pression économique créait une puissante incitation pour les artisans à chercher n'importe quel type de travail d'hiver, stimulant l'innovation et l'adaptation qui caractérisent tant de techniques que nous explorons. La réduction des salaires, plutôt que de représenter une simple exploitation, reflétait une compréhension sophistiquée de la productivité saisonnière et créait un marché du travail qui fonctionnait toute l'année malgré des variations saisonnières spectaculaires. Les réglementations des guildes, en formalisant ces structures salariales, offraient au moins une certaine stabilité et prévisibilité dans ce qui aurait pu autrement être un chômage hivernal chaotique. La question de savoir où les maçons travaillaient réellement pendant les mois d'hiver révèle une autre adaptation ingénieuse aux contraintes saisonnières. Chaque grand projet de construction de cathédrales et de châteaux entretenait ce que l'on appelait une loge de maçons, un atelier couvert et dédié qui devenait le cœur battant de l'activité hivernale. Des preuves archéologiques provenant de sites à travers l'Europe montrent que ces structures étaient positionnées près de la construction elle-même, mais offraient une protection cruciale contre les intempéries. Imaginez un grand bâtiment en bois, avec un toit assez solide pour protéger de la pluie et de la neige, mais suffisamment ouvert sur les côtés pour fournir une lumière adéquate pour un travail de précision. C'est dans ces espaces que le véritable art de la maçonnerie médiévale prenait forme. En hiver, lorsque la pose de pierres à l'extérieur devenait impossible, les maçons concentraient leur énergie sur le travail de détail que les grands édifices exigeaient. La sculpture des délicats remplages qui orneraient les fenêtres gothiques demandait une patience et une habileté que les journées d'été pluvieuses ne permettaient pas toujours. La création des chapiteaux décoratifs qui couronneraient les colonnes, le façonnage des gargouilles qui canaliseraient l'eau de pluie des toits, la taille des courbes précises des pierres de voûte. Tout ce travail de détail trouvait sa place naturelle dans l'environnement protégé de la loge. Chaque pierre qui sortait du travail d'hiver en intérieur portait la marque individuelle du maçon, une signature personnelle qui identifiait l'artisan responsable et déterminait son paiement dans le cadre du système de travail à la pièce que de nombreuses loges employaient. Ce système de marquage servait plusieurs objectifs. Il assurait le contrôle de la qualité, car tout travail défectueux pouvait être attribué à son créateur. Il permettait un paiement équitable, car les maçons étaient souvent rémunérés à la pièce plutôt qu'à la journée. Et il favorisait la fierté du travail bien fait,
car chaque marque représentait la contribution individuelle d'un maçon à des projets qui pourraient survivre à sa propre vie pendant des siècles. La loge incarnait également l'organisation hiérarchique de la construction médiévale. Les maîtres maçons supervisaient le travail, traduisant la vision architecturale en pierre pratique. Les francs-maçons, des ouvriers qualifiés qui avaient terminé leur apprentissage et pouvaient façonner la pierre de taille, le calcaire le plus fin qui pouvait être coupé dans n'importe quelle direction, effectuaient les sculptures les plus exigeantes. Les tailleurs de pierre et les apprentis travaillaient sur des tâches plus simples, apprenant leur métier tout en contribuant à l'avancement du projet. Tout au long de l'hiver, tandis que les chantiers extérieurs gisaient silencieux et couverts de givre, les loges bourdonnaient d'une activité productive. Des stocks de pierres soigneusement préparés s'accumulaient régulièrement, chaque pièce prête pour sa position prédéterminée, dans des murs qui s'élèveraient rapidement une fois le printemps arrivé. La loge transformait l'hiver d'une saison morte en une période de préparation où les aspects intellectuels et artistiques de la construction recevaient l'attention qu'ils méritaient. Les études archéologiques modernes des chantiers de construction médiévaux trouvent constamment des preuves de ce travail de préparation en intérieur, confirmant que le système des loges permettait une progression tout au long de l'année sur des projets qui auraient autrement pu prendre des décennies à être achevés. Pourtant, tous les artisans ne disposaient pas d'un espace de travail dédié. Pour de nombreux travailleurs médiévaux, la chaleur hivernale dépendait de solutions portables, qui pouvaient transformer n'importe quel atelier en un lieu de travail tolérable. C'est là qu'intervient le brasero, une technologie aussi ancienne que la Mésopotamie. Des exemples datent de 824 avant Jésus-Christ, mais suffisamment pratiques pour être largement adoptés au Moyen Âge. Un brasero se composait d'un récipient en métal, allant de bols en bronze élaborés à de simples boîtes en fer, conçus pour contenir du charbon de bois incandescent. Surélevés sur des pieds pour protéger les sols et permettre la circulation de l'air, ces chauffages portables pouvaient atténuer le froid glacial de l'hiver sans nécessiter la construction d'un foyer permanent. Pourquoi du charbon de bois plutôt que du bois? Le charbon de bois brûlait de manière beaucoup plus propre, produisant un minimum de fumée et presque aucune étincelle, un point crucial lorsque l'on travaillait à l'intérieur avec des matériaux précieux. Les forgerons médiévaux produisaient du charbon de bois en abondance pour alimenter leurs forges, le rendant facilement disponible dans les villes et les villages. Bien que plus cher que le bois ramassé, l'efficacité et les propriétés de combustion propres du charbon de bois justifiaient de son coût. Les braseros avaient également des fonctions sociales. Dans les ateliers où plusieurs artisans travaillaient de côte à côte, le brasero devenait un point de ralliement pendant les courtes pauses. Les travailleurs se réchauffaient les mains, faisaient chauffer de l'eau et partageaient des conversations où le savoir-faire se transmettait de maître à apprenti. Les charpentiers avaient besoin de chaleur pour que la colle reste fonctionnelle et le bois malléable. Les tanneurs avaient besoin de chaleur pour des matériaux souples et des doigts agiles. L'impact sur la productivité hivernale était profond. Des doigts engourdis ne produisaient rien de valeur, tandis que la chaleur maintenait la dextérité manuelle exigée par les métiers médiévaux. Certains artisans, cependant, jouissaient d'avantages naturels. Les forgerons, dont le métier exigeait de maintenir des forges suffisamment chaudes pour rendre le fer malléable, travaillaient essentiellement dans les bâtiments les plus chauds des villages médiévaux. La forge en pierre brûlait continuellement pendant les heures de travail, avec des soufflets contrôlant la température avec précision. La chaleur nécessaire pour forger, plier, façonner et souder le fer rayonnait dans tout l'atelier. Tandis que d'autres artisans frissonnaient, les forgerons travaillaient souvent dans une chaleur confortable. L'hiver représentait en fait des conditions de forge idéales. Le froid ambiant signifiait que la chaleur de la forge réchauffait l'espace sans causer l'épuisement et la déshydratation de l'été. Les techniques de la forge, le forgeage, le pliage, la torsion, le poinçonnage et la soudure à la forge, se poursuivaient sans interruption dû au changement de saison. Cette capacité à travailler toute l'année donnait aux forgerons un avantage économique significatif. Alors que d'autres artisans voyaient leurs revenus hivernaux diminuer, les forgerons maintenaient un travail stable. D'autres corps de métier dépendaient d'eux pour l'entretien et la réparation des outils, une demande qui augmentait en fait en hiver, car les travailleurs préparaient leur équipement pour le printemps. Les fermiers avaient besoin de faire réparer leurs outils avant les labours. Les maçons avaient besoin de nouveaux ciseaux. Les charpentiers avaient besoin de ferrures. L'atelier du forgeron, rayonnant de chaleur et de productivité, devenait un lieu de rassemblement naturel dans les communautés médiévales pendant les mois d'hiver.
renforçant la position économique et sociale centrale du forgeron. Les conditions de travail hivernales les plus rudes, cependant, se trouvaient peut-être dans les endroits les plus improbables, non pas dans les carrières en plein air ou sur les chantiers, mais dans les scriptoriums des monastères, où les moines créaient les manuscrits enluminés qui représentent certaines des plus grandes réalisations artistiques de la civilisation médiévale. Les récits historiques et les propres notes marginales des moines brossent un tableau saisissant du froid extrême enduré au service de la préservation et de la création du savoir. Les scriptoriums, les salles où les manuscrits étaient si copiés et enluminés, étaient d'y confronter à un problème fondamental. Le travail même qu'ils abritaient créait un risque d'incendie extrême. Le parchemin et le vélin, fabriqués à partir de peaux d'animaux et donc très inflammables, représentaient un investissement énorme en temps et en ressources. Les encres, contenant souvent des pigments précieux, y compris de la feuille d'or, ne pouvaient être risquées près d'une flamme nue. Par conséquent, selon les règles monastiques documentées dans diverses sources médiévales, aucun chauffage n'était autorisé dans ces espaces. Aucun. Les fenêtres restaient étroites, conçues pour laisser entrer la lumière, tout en maintenant l'intégrité structurelle du bâtiment et en minimisant la perte de chaleur dans d'autres parties du monastère. Mais dans le scriptorium, ces fenêtres étroites signifiaient très peu de chaleur, même lorsque la lumière du soleil parvenait à percer la couverture nuageuse fréquente de l'hiver. Les bougies et les lampes, qui auraient pu fournir un peu de lumière pendant les longs mois sombres, étaient absolument interdites près des précieux manuscrits. Le travail ne pouvait se dérouler que pendant les heures de jour, et en hiver, ces heures se réduisaient à peut-être 6 ou 7 heures de lumière utilisable. C'est dans cet environnement que venaient les moines, liés par leur vœu d'achever le travail de copie et d'art qui préservait les textes chrétiens et le savoir classique. Leur adaptation à ces conditions brutales révèle à la fois un dévouement remarquable et une ingéniosité pratique dans des contraintes sévères. L'expression « emmitouflé contre le froid mordant » trouvée dans les récits historiques sur le travail en scriptorium décrit le compromis qu'ils avaient trouvé. Les moines portèrent des mitaines ou des gants partiels qui couvraient leurs paumes et le dos de leurs mains tout en laissant les doigts suffisamment libres pour manipuler les plumes et les pinceaux. Ce n'était pas idéal. Le travail d'enluminure complexe exigeait une motricité fine que des doigts froids pouvaient à peine gérer, mais cela représentait la meilleure solution disponible, selon les règles monastiques. Les notes marginales que les moines ajoutaient occasionnellement aux manuscrits fournissent un témoignage poignant de leur souffrance. « L'encre est fine », se plaignait un moine, notant comment le froid affectait les propriétés matérielles de son médium d'écriture. « J'ai très froid », écrivait simplement un autre. Une brève protestation humaine contre les conditions que ses vœux l'obligeaient à endurer. Ces marginalia, étudiés par les médiévistes modernes, fournissent un aperçu inestimable des conditions de travail réelles de la production de manuscrits. Pourtant, de ces salles glaciales sont sortis certains des plus beaux livres de l'histoire. Le livre de Kells, les évangiles de Lindisfarne, les innombrables textes religieux et classiques qui ont survécu à la période médiévale. Tous ont été créés dans des conditions que nous considérerions comme inhumaines. Les moines positionnèrent leurs pupitres inclinés près de ces fenêtres étroites, essayant de capter un maximum de lumière. Ils travaillaient pendant la partie la plus chaude des courtes journées d'hiver, généralement les quelques heures autour de midi, où un pâle soleil pouvait fournir une chaleur minimale. Ils superposaient des vêtements de laine sous leurs habits, suivant les mêmes principes que les autres travailleurs médiévaux. Et ils persévéraient, animés par la dévotion religieuse et la conviction que la préservation du savoir justifiait toute épreuve personnelle. Le directeur du scriptorium, responsable de la supervision du travail et du maintien des normes, endurait le même froid que ses moines, partageant l'inconfort plutôt que de s'en exempter. Cet égalitarisme de la souffrance, combiné à la règle du silence qui régissait la vie monastique, créait une atmosphère de but commun qui aidait les moines à endurer des conditions qui sembleraient intolérables aux travailleurs modernes. Tandis que les moines souffraient pendant l'hiver dans leur scriptorium, d'autres artisans pratiquaient des métiers presque conçus pour la productivité par temps froid. La production textile se distingue comme le métier d'hiver idéal, entièrement en intérieur, occupant plusieurs membres de la famille simultanément, ne nécessitant aucun matériau saisonnier. La transformation de la laine brute en tissu fini comprenait plusieurs étapes distinctes, chacune adaptée au travail en intérieur. Le processus commençait avec la laine tondue au printemps mais stockée toute l'année. Les travailleurs du textile médiévaux savaient préserver la lanoline naturelle de la laine,
qui maintenait des propriétés imperméables précieuses dans les climats humides du Nord. Venait ensuite le cardage, peigner les fibres de laine pour les aligner en vue du filage. Plusieurs membres de la famille pouvaient travailler simultanément, une tâche exigeant de l'attention, mais pas une compétence exceptionnelle, convenant aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Puis venait le filage, transformant les fibres cardées en fils continus. Les ménages du début du Moyen Âge utilisaient des fuseaux, tandis que le rouet de la fin du Moyen Âge a révolutionné la vitesse de production, transformant radicalement l'économie textile. Le tissage se faisait sur des métiers à tisser, soit des types verticaux à pesons, soit des métiers horizontaux qui se sont répandus plus tard en Europe médiévale. L'ensemble du processus était communautaire et continu. Pendant qu'une personne tissait, d'autres filaient. Pendant que certains filaient, d'autres cardaient la laine. Les enfants apprenaient en participant, progressant du cardage au filage, puis au tissage. Les conversations, les chansons et les contes accompagnaient le travail. Pas un scriptorium silencieux, mais une activité sociale combinant productivité et liens communautaires. L'importance économique était profonde. La laine anglaise est devenue l'une des marchandises les plus précieuses d'Europe. Les villes flamandes se sont enrichies grâce à la production de draps. Dans les ménages ruraux, le travail textile d'hiver fournissait un revenu et des vêtements essentiels pour les familles, survivant au mois où le travail agricole extérieur cessait. Un autre métier a découvert que le temps hivernal offrait non seulement la possibilité de continuer à travailler, mais de réels avantages par rapport à la production estivale. Le brassage, la création de la bière, qui servait d'aliment de base dans toute l'Europe médiévale, bénéficiait profondément des températures froides, d'une manière que les brasseurs comprenaient empiriquement, bien avant que la microbiologie moderne ne puisse expliquer les mécanismes en jeu. La bière médiévale était cruciale pour la vie quotidienne. La qualité de l'eau était souvent douteuse, et le processus de brassage rendait la bière plus sûre à boire que de nombreuses sources d'eau. La fermentation qui transformait le grain en bière, cependant, était notoirement sensible à la température, et les brasseurs médiévaux, dépourvus de réfrigération moderne ou de thermomètres précis, ont appris à travailler avec les variations de température saisonnières. Des températures de fermentation plus chaudes, courantes lors du brassage pendant les mois d'été, produisaient une bière avec ce que les sources historiques décrivent comme un goût de solvant, un caractère désagréable qui indiquait également un risque plus élevé de détérioration et de contamination par des micro-organismes nuisibles. Les températures fraîches, en revanche, ralentissaient la fermentation, permettant aux levures de travailler plus progressivement et produisant des saveurs plus nettes avec une meilleure conservation. Les brasseurs médiévaux préféraient le brassage par temps frais, programmant leur principale production pour l'automne, l'hiver et le début du printemps, lorsqu'ils pouvaient contrôler le processus plus facilement. Les techniques de gestion de la température de fermentation révèlent une ingéniosité considérable. Les brasseurs utilisaient de l'eau froide tirée de puits ou de ruisseaux, incorporant parfois de la neige ou de la glace lorsque disponible dans les climats nordiques. Ils employaient de grands récipients de fermentation peu profonds qui maximisaient la surface, permettant à la chaleur de se dissiper plus rapidement dans l'air frais. Ils recherchaient des caves fraîches et des pièces orientées au nord où les températures ambiantes restaient basses. Toutes ces méthodes visaient à contrôler la chaleur que la fermentation elle-même générait, et toutes fonctionnaient mieux en hiver qu'en été. Le petit âge glaciaire, une période de refroidissement climatique qui a saisi l'Europe environ du XIVe au XIXe siècle, a eu un effet inattendu sur l'innovation brassicole. Le XVe siècle a apporté des températures particulièrement froides, et dans les régions montagneuses froides du sud de l'Allemagne et de la Bohême, les brasseurs ont commencé à remarquer des schémas de fermentation différents. Ce qu'ils observaient, sans pouvoir le savoir à l'époque, était l'émergence d'une levure adaptée au froid qui serait finalement identifiée comme Saccharomyces pastorianus, qui prospérait dans des conditions froides où d'autres levures peinaient. Cette levure à fermentation basse, ainsi appelée parce qu'elle se déposait au fond des cuves de fermentation plutôt que de former une mousse en surface, pouvait fermenter la bière avec succès à des températures comprises entre 7 et 10 degrés Celsius, des conditions qui arrêteraient ou ruineraient la fermentation traditionnelle de l'âle. Au milieu et à la fin du XVIe siècle et jusqu'au XVIIe siècle, cette découverte avait conduit au brassage de la lager, une technique qui produisait une bière d'une clarté, d'une stabilité et d'une saveur sans précédent. L'invention n'a pas été planifiée ou conçue scientifiquement. Elle est née de brasseurs travaillant avec le froid de l'hiver, observant les résultats
et adaptant leurs techniques pour tirer parti de ce que la saison offrait. L'héritage de cette innovation médiévale reste avec nous aujourd'hui. Les bières lager, qui utilisent toujours une fermentation à froid et des levures à fermentation basse, dominent les marchés mondiaux de la bière moderne, descendante directe de la nécessité du brassage hivernal médiéval. Le temps froid offrait des avantages pour le tannage du cuir, où de longs temps de traitement nécessitaient un contrôle bactérien que les températures hivernales fournissaient naturellement. La production de cuir commençait avec les peaux d'animaux abattus, des matériaux qui se décomposeraient rapidement sans une conservation appropriée. Le calendrier coïncidait parfaitement avec l'abattage de la fin de l'automne et de l'hiver. Les peaux fraîches nécessitaient une conservation immédiate par salage humide, en recouvrant les peaux de sel et en les pressant pendant environ 30 jours, ou par saumurage dans des bains d'eau salée. Les températures froides assurèrent le succès sans détérioration. Une fois initialement conservées, les peaux entraient dans un long processus de tannage. La méthode à l'eau froide, favorisée par les tanneurs du nord de l'Europe, consistait à placer les peaux dans des fosses, avec une faible solution de tannage, versée dessus à plusieurs reprises pendant environ une année complète. Ce processus extraordinairement patient produisait un excellent cuir, dépendant entièrement du froid pour empêcher la décomposition bactérienne. La solution de tannage provenait de diverses sources. L'écorce de chêne fournissait les tannins, tandis que la cendre de bois, la chaux et même le fumier animal contribuaient à la transformation. Les adaptations nordiques comprenaient des outils de grattage spéciaux, des techniques de foulage et de battage, et l'urine comme agent de traitement. Le processus était notoirement malodorant, d'où l'emplacement des tanneries en bordure des villes, sous le vent, près des sources d'eau. Le froid de l'hiver réduisait quelque peu l'odeur. La progression complète comprenait le trempage, le chaulage, le traitement, un long bain froid et le travail de finition. Différents produits exigeaient différentes qualités. Le cuir à chaussures devait être robuste et résistant à l'eau. Le cuir à gants exigeait de la souplesse. L'armure demandait de la ténacité. La saison hivernale, loin d'entraver le travail, permettait des processus longs et lents, produisant les meilleurs résultats, assurant un emploi stable toute l'année. Le froid de l'hiver dictait également le calendrier et les techniques de conservation des aliments, novembre gagnant la désignation anglo-saxonne de « mois du sang » pour l'abattage massif qui avait lieu chaque année. La logique était inéluctable. Garder de gros animaux en vie pendant l'hiver nécessitait de stocker du grain et du foin, dont les populations humaines avaient besoin pour elles-mêmes. Il était bien plus pratique d'abattre les animaux en novembre, après qu'ils se soient engraissés avec les glanures de la récolte d'automne, mais avant l'arrivée du pire temps hivernal, puis de conserver la viande pour une consommation progressive pendant les mois de vaches maigres à venir. La date traditionnelle pour cet abattage était la Saint-Martin, la fête de Saint-Martin tombant le 11 novembre, bien que le processus puisse s'étendre jusqu'en décembre et en janvier. L'échelle était considérable. L'approvisionnement en viande d'une année entière devait être traité en quelques semaines, ce qui en faisait un effort communautaire qui engageait tout le monde dans le travail. Le sel, cette denrée précieuse que les économies médiévales valoraient presque autant que l'or à certaines périodes, devint le fondement de la conservation de la viande. Le processus de salage extrayait l'humidité de la viande par osmose, tout en créant un environnement hostile aux bactéries responsables de la décomposition. Pour la méthode la plus courante, la viande était trempée dans de la saumure, de l'eau fortement salée, pendant plusieurs jours, puis retirée et séchée avant d'être suspendue dans des lieux de stockage frais. Le fumage accompagnait souvent le salage, en particulier pour le porc et le poisson. La viande était coupée en lanières, relativement minces et maigres, brièvement immergée dans une solution saline, puis suspendue dans ou au-dessus d'un feu de fumage, où elle absorbait les composés de fumée conservateurs tout en séchant. La combinaison de sel, de fumée et de déshydratation pouvait conserver la viande pendant des mois, voire des années, si elle était stockée correctement dans des conditions fraîches et sèches. Le séchage seul, la méthode la plus simple, fonctionnait particulièrement bien dans les hivers froids du nord de l'Europe. Des vents forts ou la chaleur douce des fours, des caves ou des greniers éliminaient l'humidité, tandis que le froid empêchait l'infestation par les mouches et la décomposition. L'exigence essentielle était de garder la viande au sec pendant le stockage. Toute humidité invitait à la détérioration, annulant des mois de travail de conservation minutieux. Les lieux de stockage révélaient la compréhension médiévale du contrôle de la température. Les caves souterraines offraient une réfrigération naturelle,
leurs chambres abritées par la terre, maintenant des températures fraîches et stables toute l'année. Des chambres fraîches hors sol, dans des bâtiments en pierre, servaient des objectifs similaires. Dans les régions les plus froides du nord de l'Europe, les greniers et les dépendances pouvaient geler complètement en hiver, offrant un stockage essentiellement congelé, qui gardait la viande parfaitement conservée jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Les durées de conservation obtenues grâce à une bonne préservation étaient impressionnantes. La viande pouvait durer des mois ou des années. Les fruits et légumes, traités avec un soin similaire, pouvaient se conserver des années si les bonnes méthodes étaient employées. Ce n'était pas seulement une question de commodité, mais de survie. L'hiver en Europe médiévale signifiait des mois où la nourriture fraîche était largement indisponible, où les ménages dépendaient entièrement de ce qu'ils avaient conservé de l'abondance de l'automne, et où la compétence du travail de conservation déterminait directement si les familles feraient face à la faim ou à l'abondance, avant l'arrivée des premiers aliments frais du printemps. L'obscurité de l'hiver créait une demande croissante pour un métier particulier. Les fabricants de bougies, ou chandeliers, faisaient face à une simple vérité. Avec des hivers longs et sombres, un éclairage fiable n'était pas un luxe, mais une nécessité. Lorsque la lumière du jour se réduisait à 8 heures, les ménages, les entreprises, les églises et les ateliers avaient besoin de bougies en quantité que l'été ne pouvait égaler. Le métier de chandelier atteignait son pic de production lorsque d'autres métiers ralentissaient. Les bougies les plus courantes, fabriquées à partir de suif fondu de graisse de vache ou de mouton, étaient assez bon marché pour les ménages ordinaires, mais produisaient de la fumée, sentaient mauvais et fournissaient une faible lumière. Pourtant, pour la plupart des gens du Moyen Âge, c'étaient les seules bougies abordables, et la demande hivernale montait en flèche. La production était simple, mais exigeait beaucoup de main-d'œuvre. Les chandeliers faisaient s'y fondre le suif, puis trempaient à plusieurs reprises des mèches dans la graisse fondue, augmentant l'épaisseur au fil de dizaines de cycles. Alternativement, des moules permettaient une production plus rapide. Les bougies en cire d'abeille représentèrent le luxe. Produire une seule bougie de 4 pouces nécessitait la cire d'un rayon de miel entier, ce qui les rendait extraordinairement chères. La cire d'abeille brûlait plus proprement, sentait bon et donnait une meilleure lumière, mais son coût la mettait hors de portée de la plupart des gens. L'organisation en guilde est apparue au XIIIe siècle, se divisant en chandeliers de suif et chandeliers de cire. L'intensité du travail d'hiver était remarquable. Certains récits suggèrent des journées de travail de 16 heures ou plus pendant le pic de production, des horaires brutaux dans des ateliers froids où seuls les feux de fusion fournissaient de la chaleur. Pourtant, la demande hivernale signifiait des prix plus élevés et le plein emploi lorsque d'autres artisans luttaient. Le métier de chandelier est peut-être le métier médiéval le plus directement saisonnier, son but même s'intensifiant avec l'obscurité de l'hiver. Certains travailleurs médiévaux enduraient des conditions qui défient l'imagination moderne, et aucun plus que les cordiers qui peinaient dans des bâtiments non chauffés, s'étendant jusqu'à 275 mètres de long. La fabrication de cordes nécessitait ces structures extraordinaires, appelées corderies, car la corde devait être construite sur toute sa longueur finale, sans épissures, qui créeraient des points faibles. La technique consistait à tordre des fibres végétales individuelles en fils, plusieurs fils en taurons et plusieurs taurons en cordes finies, par un processus continu qui exigeait que toute la longueur soit accessible simultanément. La documentation historique fournit un détail frappant. Les hangars n'étaient bientôt pas chauffés en hiver, ni fermés par mauvais temps. La production se poursuivait toute l'année dans ces vastes bâtiments pleins de courants d'air, parfois humides, où les travailleurs enduraient le temps que la saison apportait. Les matériaux pour la fabrication de cordes médiévales provenaient de plantes récoltées en automne, un calendrier qui rendait le traitement hivernal logique. Le chanvre, le lin et l'ortie étaient les choix médiévaux les plus courants, bien que les cordiers utilisaient également des fibres de chêne, de tilleul, de saule, de peuplier, de genévrier et même de certaines mousses selon la disponibilité régionale et l'usage prévu. Les plantes étaient coupées à maturité ou après la grenaison, puis soumises au rouissage, un processus de décomposition contrôlée où les plantes trempaient dans l'eau pendant 1 à 2 semaines, permettant aux matériaux non fibreux de se décomposer afin que les précieuses fibres puissent être facilement extraites. Ce rouissage pouvait se faire en hiver dans des cuves de trempage intérieur, ce qui en faisait un travail adapté au temps froid. Une fois extraites, les fibres étaient soigneusement séchées, puis tordues en fil à l'aide d'outils à main simples ou de dispositifs actionnés par pédales. Plusieurs fils étaient ensuite tordus ensemble en taurons
et plusieurs torons tordus en corde, les sens de torsion alternant à chaque étape pour créer les tensions opposées qui donnaient à la corde sa force et l'empêchaient de se défaire. Les corderies elles-mêmes étaient des merveilles d'architecture spécialisées. S'étendant jusqu'à 275 mètres en milieu urbain, les cordiers de village travaillaient souvent sur des longueurs plus courtes adaptées aux besoins agricoles et locaux. Ces bâtiments contenaient des machines à chaque extrémité. Une extrémité comportait plusieurs manivelles qui tordaient les torons, tandis que l'autre extrémité avait une seule manivelle qui contrôlait la vitesse à laquelle les torons se rejoignaient, un facteur essentiel pour produire une corde de qualité et de tension constante. Les travailleurs parcouraient la longueur du bâtiment à plusieurs reprises pendant la production, guidant les torons, vérifiant les problèmes, faisant des ajustements. En hiver, cela signifiait faire des allers-retours de 275 mètres dans des bâtiments non chauffés, souvent avec les portes et les fenêtres ouvertes, pour permettre aux longues cordes de s'étendre complètement, endurant le vent, la pluie ou la neige que le temps apportait. Pourquoi accepter des conditions aussi dures? La nécessité économique fournissait une réponse. La corde était essentielle dans la vie médiévale, utilisée pour le gréement des navires, le levage en construction, l'agriculture et d'innombrables autres applications qui créaient une demande constante. Le dévouement des travailleurs en fournissait une autre. C'était leur métier, leur gagne-pain, et hiver comme été, le travail devait continuer. Tandis que les cordiers et les chandeliers enduraient des conditions difficiles, un autre métier transformait l'hiver en une opportunité de préparation avancée. La charpenterie et la menuiserie, bien qu'associées à la construction de bâtiments et apparemment saisonnières, impliquaient une division stratégique entre le travail de chantier extérieur et la préparation intérieure, permettant un emploi toute l'année. La charpenterie de chantier, l'installation des charpentes en bois, des toits et des éléments structurels, nécessitait un temps sec et se déroulait pendant la saison de construction de mars à octobre. Mais la menuiserie d'établi, le travail détaillé de coupe et d'ajustement des assemblages reliant les pièces de bois, pouvait se faire entièrement à l'intérieur pendant l'hiver. La sophistication de la menuiserie médiévale surprend les observateurs modernes. Les assemblages à tenons et mortaises exigeaient des mesures exactes et un travail manuel soigné. Chaque assemblage devait être suffisamment serré pour l'intégrité structurelle, mais pas au point de ne pas pouvoir être assemblé sur le chantier. Des chevilles en bois devaient être fabriquées par centaines pour les projets importants. Toute cette préparation se déroulait dans les ateliers pendant l'hiver. La construction à cadres et panneaux, développée pour faire face à la dilatation et à la contraction du bois dues au changement d'humidité, exigeait une précision particulière. Les charpentiers médiévaux ne connaissaient peut-être pas l'explication scientifique du mouvement du bois, mais ils savaient que cela se produisait et concevaient en conséquence. Les outils, doloirs, herminettes, ciseaux, scies à cadre, étaient ingénieusement conçus pour l'efficacité et bénéficiaient des conditions contrôlées de l'atelier. Les ateliers des guildes occupaient les rez-de-chaussée, combinant espaces de production et de vente. En hiver, ces ateliers bourdonnaient d'activité, préparant les composants pour les projets de printemps. Chaque pièce était coupée selon les spécifications et marquée de symboles indiquant sa position. Les bâtisseurs médiévaux créaient des puzzles en 3 dimensions rapidement assemblés une fois tous les composants préparés. Cette préparation signifiait que lorsque la saison de construction arrivait, l'installation se déroulait avec une rapidité remarquable, multipliant la productivité printanière pendant la saison de construction limitée. Le rythme plus lent et la pression réduite de l'hiver créaient des conditions idéales pour une autre institution médiévale cruciale, la formation par l'apprentissage. Le système des guildes qui organisait les métiers médiévaux exigeait des maîtres qu'ils forment la génération suivante, généralement par le biais d'apprentissage de 7 ans, qui transformait les garçons en artisans qualifiés. Bien que les apprentis travaillaient aux côtés des maîtres toute l'année, l'hiver offrait des avantages particuliers pour les aspects éducatifs de leur formation. Avec moins de pression de production urgente et moins de tâches dépendant des conditions météorologiques exigeant une attention immédiate, les maîtres pouvaient consacrer plus de temps à une instruction détaillée. Les fondamentaux de tout métier exigeaient un enseignement patient que les délais de production ne permettaient souvent pas. L'hiver offrait cette patience. Les garçons entraient en apprentissage à l'adolescence, bien que certains commençaient dès l'âge de 7 ans dans certains métiers. Ils ne recevaient aucun salaire, mais étaient nourris. Logé et vêtu, le maître assumait une responsabilité quasi parentale pour le bien-être et le développement moral de l'apprenti. En échange, l'apprenti devait une obéissance complète et un travail dévoué.
Cet arrangement, formalisé par des contrats que les tribunaux des guildes faisaient respecter, créait des relations qui pouvaient durer toute une vie, même après la fin de l'apprentissage. Qu'apprenaient les apprentis pendant les mois d'hiver? La réponse variait selon le métier, mais incluait toujours des compétences et des connaissances fondamentales. L'utilisation et l'entretien des outils venaient en premier. Les apprentis apprenaient à affûter, réparer et utiliser correctement les outils de leur métier, un savoir qui leur servirait tout au long de leur carrière. Les propriétés des matériaux exigèrent de l'attention, comprendre comment le bois bougeait avec l'humidité, comment le cuir réagissait aux différentes méthodes de tannage, comment les métaux se comportaient à différentes températures, comment la pierre se fendait le long de ses veines. Ce n'étaient pas des leçons abstraites, mais des connaissances pratiques démontrées par un travail concret sous la direction du maître. Les techniques du métier et les secrets de fabrication se transmettaient de maître à apprenti pendant les longues journées d'hiver dans l'atelier. Les méthodes spécifiques qui distinguaient un excellent travail d'un travail simplement adéquat, les raccourcis qui faisaient gagner du temps sans sacrifier la qualité, les jugements que l'expérience enseignait, tout ce transfert de connaissances se faisait plus efficacement dans le cadre de l'atelier que le travail d'hiver offrait. Au-delà des compétences techniques, les apprentis absorbèrent les coutumes et les traditions de la guilde, apprenant la culture professionnelle qu'ils habiteraient en tant que compagnons et finalement maîtres. Ils apprenèrent les pratiques commerciales, comment estimer les travaux, trouver des matériaux, gérer les relations avec les clients, tenir des comptes. Ils apprenèrent l'éthique professionnelle, les normes de la guilde qui régissaient la qualité, les prix et la concurrence. Après 7 ans, en supposant l'achèvement satisfaisant de la formation, un apprenti était déclaré compagnon, capable de travailler pour un salaire et de voyager pour apprendre d'autres maîtres. Finalement, après avoir démontré une compétence avancée en produisant un chef-d'œuvre, une œuvre qui prouvait la maîtrise du métier, un compagnon pouvait devenir maître, éligible pour rejoindre la guilde, former des apprentis et diriger une entreprise indépendante. Le rôle de l'hiver dans cette progression ne doit pas être sous-estimé. Le fondement de la compétence de base qui soutiendrait la maîtrise ultérieure, était construit pendant les mois d'hiver, lorsque le temps permettait une instruction détaillée et une pratique répétée. Les maîtres qui pouvaient être trop occupés pendant la saison de construction pour expliquer pourquoi un assemblage particulier fonctionnait mieux qu'une autre alternative pouvaient prendre le temps en hiver de discuter de la théorie ainsi que de la pratique. Les apprentis qui pouvaient être pressés dans leurs tâches pendant l'été pouvaient travailler plus lentement pendant l'hiver, développant la mémoire musculaire et le jugement qui séparait les artisans qualifiés des simples ouvriers. En examinant ces 15 techniques oubliées, des schémas émergent qui transforment notre compréhension du travail hivernal médiéval. Ce qui apparaît d'abord comme un ensemble de stratégies de survie se révèle être quelque chose de bien plus sophistiqué. Une résolution de problèmes systématiques, affinée au fil des générations. Les artisans médiévaux n'ont pas simplement enduré l'hiver, ils ont stratégiquement transformé les contraintes saisonnières en avantages. Les carriers ont exploité la glace comme un outil de coupe de précision. Les brasseurs ont découvert que les températures froides produisaient une bière de qualité supérieure, menant finalement au brassage de la lager qui domine les marchés modernes. Les tanneurs ont utilisé le froid de l'hiver pour permettre des processus de traitement d'1 an, impossibles par temps chaud. Même le calendrier de la construction, apparemment restrictif, reflétait une connaissance empirique profonde de la chimie du mortier de chaux que les maçons médiévaux comprenaient par l'observation des siècles avant que les scientifiques ne puissent expliquer les mécanismes moléculaires. Le système des guildes organisait cette adaptation saisonnière avec une efficacité remarquable, codifiant les stratégies de travail hivernal dans des règlements formels, coordonnant la formation qui transmettait le savoir à travers les générations, et créant des structures salariales qui maintenaient un emploi toute l'année malgré des variations saisonnières spectaculaires. Chaque métier a développé ses propres adaptations astucieuses, des braseros pour une chaleur portable, des loges pour la sculpture sur pierre en intérieur, des corderies qui fonctionnaient sans chauffage, des scriptoriums où les moines créaient des chefs-d'œuvre malgré un froid brutal, construisant un écosystème de travail hivernal qui a transformé ce que les esprits modernes pourraient se considérer comme des conditions impossibles en opportunités productives. Ce que ces techniques révèlent le plus puissamment est quelque chose qui défie les idées reçues sur les peuples médiévaux. Ils possédaient une connaissance empirique sophistiquée qui rivalise et parfois surpasse ce que nous pourrions attendre de sociétés pré-scientifiques.
Ils comprenaient que le mortier de chaux échouerait en dessous de 5 degrés Celsius, que la fermentation donnait de meilleurs résultats par temps froid, que le bois bougeait avec les changements d'humidité, que le sel extrayait l'humidité par osmose, que la glace se dilatait avec une force considérable. Tout cela sans le bénéfice de la chimie, de la microbiologie ou de la science des matériaux modernes. Ils observaient, expérimentaient, se souvenaient de ce qui fonctionnait et transmettaient ce savoir. Les notes marginales que les moines laissaient en se plaignant du froid, les marques d'outils sur la pierre de carrière, les règlements de guildes spécifiant les salaires saisonniers, ce ne sont pas seulement des curiosités historiques, mais des preuves de personnes réelles, résolvant de vrais problèmes avec ingéniosité et détermination. Les conditions de travail médiévales étaient véritablement rudes. Nous ne devrions pas idéaliser les moines travaillant avec des doigts engourdis dans des scriptoriums glaciales, ou les cordiers faisant des allers-retours de 275 mètres dans des bâtiments non chauffés. Mais nous pouvons reconnaître que lorsque la nécessité économique, la dévotion religieuse ou la fierté professionnelle l'exigeaient, les artisans médiévaux développaient des solutions qui permettaient non seulement la survie, mais l'excellence. Le livre de Kells est sorti d'un scriptorium froid. De magnifiques cathédrales se sont élevées à partir de pierres préparées dans des loges d'hiver. La contrainte elle-même a stimulé l'innovation d'une manière que le confort et l'abondance font rarement. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration du travail hivernal médiéval et des techniques oubliées qui ont permis un artisanat tout au long de l'année, malgré des conditions difficiles. J'espère que vous avez découvert quelque chose de nouveau sur l'ingéniosité médiévale, de l'extraction à la glace au brassage à froid, de l'abattage du mois du sang aux moines emmitouflés contre le froid mordant, des marathons de 16 heures des fabricants de bougies au calendrier saisonnier sophistiqué qui régissait la construction. Si vous avez apprécié ce voyage à travers 15 astuces hivernales oubliées, je vous serais reconnaissant de laisser un « j'aime » à cette vidéo et de la partager avec d'autres passionnés d'histoire médiévale et de détermination humaine. Abonnez-vous pour explorer d'autres savoirs oubliés de notre passé. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire pour partager quelle technique vous a le plus surpris ou quel défi hivernal médiéval vous auriez trouvé le plus difficile à endurer. D'ici la prochaine fois, puissiez-vous rester au chaud et productif face aux défis de l'hiver, inspirés par les artisans qui ont transformé les contraintes en opportunités il y a des siècles.